Alors, Marie, ça veut dire quoi un appartement nourrice? C'est-à-dire que vous hébergez, mais alors là de façon contrainte, la drogue? Il y a deux types d'appartements nourrices, de lieux de stockage. Il y a ceux qui sont complices actifs, qui trouvent un intérêt, qui sont positivement d'accord, et puis il y a ceux qui le subissent et à qui on oblige de garder de la drogue. Moi, j'ai commencé dans les stupes, comme vous le savez, il y a déjà assez longtemps. Dans un gros trafic, il y avait un appartement nourrice, parfois deux, où on mettait la marchandise. Maintenant, les trafics ont pris une telle ampleur que vous avez plusieurs appartements nourrices, pour une raison simple, c'est qu'on disperse le produit pour que quand il y a une enquête judiciaire, on puisse sauver le maximum de son produit. Donc il y a des gens qui le subissent et qui sont menacés pour garder de la drogue, pour garder parfois d'autres objets qui servent au trafic de drogue. Et puis, j'ai envie de dire juste une correction sur le reportage. C'est pas parce qu'ils vendent de la mort qu'ils sont dangereux. C'est même en vendant du cannabis qu'ils sont dangereux. Parce que les enjeux financiers sont tellement énormes que maintenant, on en est à des situations comme ça où on se tire dessus, on se séquestre, on se torture, on se fait brûler vivant dans des coffres à Marseille. Le trafic de drogue révèle le pire de l'âme humaine. C'est-à-dire qu'il vous manque 8 000 euros dans un fonds de caisse. Si l'affaire telle qu'elle est présentée est exacte, il faut être prudent parce que c'est des déclarations, mais 8 000 euros, un trou de caisse de 8 000 euros pour un trafic de drogue, vous séquestrez 4 personnes, vous les torturez, vous les violez. Vous voyez dans quel niveau de violence on va, dans l'absolue violence où il n'y a rien qui compte à part l'argent et la rentabilité d'un point de drogue. C'est extrêmement grave. Les policiers, ils sont impuissants face à cela. Ils interviennent. Là, ils sont intervenus, mais il y a une telle quantité de drogue qui arrive dans notre pays qu'on a l'impression qu'ils vident l'océan à la petite cuillère. Alors, on n'est pas impuissant, c'est ce que j'allais vous dire. Simplement, maintenant, on fait face à un trafic qui s'est étendu sur le territoire national. Encore une fois, je reprends l'exemple de ce que j'ai connu. C'était limité à certains secteurs, à certaines villes, à certains quartiers. On se rend compte maintenant que ça se répand. L'argent est tellement le moteur de tout cela, la concurrence, le fait que le business l'emporte. Et malheureusement, ça s'est répandu parce qu'on a aussi de plus en plus de consommateurs. On a quand même un problème français. On le sait, on est les premiers en Europe sur la consommation de cannabis. On a un vrai problème sur le comportement d'une population vis-à-vis de la drogue. Et puis, en même temps, de gens qui, et c'est légitime, se plaignent que ça puisse arriver en bas de chez eux. Il y a 15 ans, 20 ans, encore une fois, j'entendais des gens qui ne croyaient pas que tout ça pouvait arriver parce que c'était dans la ville d'à côté ou dans la banlieue d'à côté. Aujourd'hui, on a ça sur tous les territoires de la République. Et le sujet, c'est comment on va sortir de ça. Je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, c'est pas défaitiste, mais si on attend de la police de résoudre ça toute seule, on n'y arrivera pas, parce que le sujet est d'amplitude gigantesque. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de prévention, il y a un problème de répression sur les consommateurs. Il y a un problème aussi, je le dis souvent, de lutte sur qui est le fautif au niveau international. Moi, je le dis à chaque fois, mais tant qu'on s'en prend pas aussi à ceux qui produisent, qui fabriquent et qui font que tout ça peut être importé. D'où vient la drogue, commissaire Lebas ? On le sait tous, le cannabis, 80%, ça vient du Maroc. Le reste, Afghanistan, Liban, et toutes les drogues, on sait les pister, on sait d'où elles viennent. Pareil, on peut s'améliorer sur le suivi des trafics, de l'argent sale. On a encore des marges d'amélioration. Encore faut-il nous donner les moyens. C'est pas que des moyens humains d'ailleurs, c'est des outils juridiques pour simplifier les choses. Là, on va avoir sans doute dans les mois qui viennent des procès qui vont être retentissants sur des affaires de stupes. Je pense à un collègue qui était à l'Octrice à l'époque, qui est poursuivi aux assises pour un dossier sur lequel je ne me prononce pas, je ne connais pas le fond du dossier, mais si on veut mieux lutter contre le trafic de stupéfiants, il faut donner des outils pour qu'on puisse aussi aller prendre à la source, ou en tout cas là où ça passe, plus de quantité pour assécher le trafic. Karim Zeribi, vous voulez rajouter quelque chose ? Je pense que là, on a eu la parole d'un expert qui a posé un panorama dont on doit mesurer la gravité. Parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs, de plus en plus de points de deal, des dealers de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Et aujourd'hui, on n'a pas simplement les grandes métropoles qui sont touchées. On sait très bien, on parle de Marseille, qui est une plateforme qui distribue la drogue dans tout le sud de la France. Mais la région Rhône-Alpes est aussi une plateforme importante. La région Île-de-France en est une aussi, dans le nord de la France. Et on a même des petites villes et des villes moyennes qui sont touchées aujourd'hui. Nous avons parlé d'un punchline de Cavaillon, cœur de Luberon, 23 000 habitants. Donc où on a des règlements de compte, on a des points de deal organisés. Et pour revenir aux nourrices, effectivement, ça a été très bien dit. La nourrice, elle peut garder soit de la drogue, soit de l'argent, soit des armes. Donc, elle peut le faire soit sciemment parce qu'il y a une contrepartie financière, soit elle le subit. Et je parlais avec des fonctionnaires de police de Marseille qui sont spécialisés sur ces enquêtes. Ils m'expliquaient que les dealers commencent par leur dire on a besoin d'une pièce. Donc, et puis on a besoin d'une pièce, puis on viendra dans telle tranche horaire. Et puis ensuite, ils viennent dans une tranche horaire plus ample. Puis ensuite, ils disent on a besoin d'une deuxième pièce. Et puis ensuite, ils prennent les clés et puis ils sont chez eux. Donc, on en est là. Je veux dire, moi, je pense qu'on ne mesure pas la gravité parce que notre organisation aujourd'hui, est-ce qu'elle est, capable de faire face à cette cartélisation qui s'est mise en place ? On a des méthodes, on a des méthodes qui sont des méthodes d'Amérique du Sud, donc des méthodes de violence, des méthodes de règlement de compte. Demain, on aura des prises d'otages.
Je veux dire, mais on monte crescendo. Je veux dire, quand on parlait effectivement des meurtres à Marseille, il y a une méthode qu'on appelle la méthode du rôtisseur. Donc on prend quelqu'un, on le kidnappe, on le met dans la malle de la voiture, on le tue et on fait brûler la voiture. On le brûle vivant, quand même. Donc on le brûle même vivant. Vous vous rendez compte de la barbarie et des gens qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Si on ne met pas en face des effectifs, des moyens de filature, d'enquête et des sanctions, des peines à 2 chiffres donc conséquentes, on aura du mal à lutter contre ces trafics. Non, mais ce qui est terrible, c'est cette économie parallèle, ce monde parallèle qui s'organise et qui irrigue l'ensemble du territoire et qui, au fond, nourrit les failles et qui fracture notre République sur l'ensemble du territoire. Après, je trouve qu'on parle très peu malheureusement, de ces bâtiments, de ces appartements qui sont pris au sein des quartiers et du lien entre la drogue et la prostitution. Parce que les jeunes filles aussi, elles sont dans les appartements et elles sont prises par ces types-là et pour leur corps, etc., etc. Et ça, c'est une catastrophe et c'est un exemple délétère pour notre jeunesse, évidemment. Un piège absolu que sont ces quartiers, Geoffroy Lejeune, désormais. Je crois que le tableau est assez complet, là, puisqu'on a parlé de prostitution, on a tout dit. Moi, la question qui me hante depuis que là, il y a une aggravation ces derniers mois, vraiment, Marseille, il y a 2 fois plus de morts que l'année dernière, c'est n'importe quoi. Je me demande ce qui nous différencie encore d'un narco-État, si on regarde concrètement les caractéristiques du narco-État. Et je pense qu'il y a une chose qui nous sauve encore, c'est qu'il n'y a pas de corruption, en tout cas pas au point des narco-États. C'est-à-dire qu'en gros, la police est a priori pas touchée par la corruption, en tout cas pas dans les proportions qu'elle l'est en Amérique du Sud. Les politiques non plus. Ils sont pas encore menacés de mort comme ça peut être le cas en Belgique, mais il y a quand même déjà un peu de corruption. Il y a de la corruption dans les douanes, il y a de la corruption dans les ports, et on avance quand même gentiment. Et donc moi, ce qui me fait peur quand je vous entends tous faire ce constat, c'est que je me dis, si on veut récupérer la chose, je suis d'accord avec Karim sur ce qu'il a dit sur la partie judiciaire. Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit David Lebar sur la partie de la procédure pour simplifier le travail de la police, voire le rendre tout simplement possible. Et je me demande comment on va faire, parce qu'on a affaire à des gens qui séquestrent maintenant, qui tuent évidemment et qui violent. Et qui sont armés et qui me tuent à l'arme lourde, et qui se tuent pas contre eux, des innocents. Voilà. Des innocents. Comment on va faire le jour où il faudra aller récupérer ces armes? Comment va-t-on faire? Je suis d'accord. Florian, un tout petit mot, Florent Tardif? Non, mais on a tous compris et je crois que le constat dressé est assez clair que le trafic de drogue dans notre pays, c'était une hydre. Et le problème, c'est que ça fait des années et des années et des années qu'on se gargarise d'avoir coupé une tête. Sauf que vous connaissez très bien l'hydre, vous coupez une tête, une autre tête repousse. Et c'est bien le problème auquel on est confronté depuis des années. Et là, et j'espère qu'il y a une prise de conscience, j'ai cru comprendre ça de la part de Gérald Darmanin, de non pas s'attaquer à une ou plusieurs têtes, mais de s'attaquer au corps. On espère qu'il y aura des avancées au niveau de l'amende forfaitaire et j'espère qu'elle sera bien plus importante pour les consommateurs, puisque là on parle d'une amende forfaitaire de 150 €, il faudrait peut-être qu'elle soit à 2 000 ou 5 000 pour qu'elle soit dissuasive et j'espère que des moyens seront donnés aux enquêteurs pour pouvoir justement remonter à la tête des réseaux et c'est l'un des principaux problèmes. Des enquêtes qui se déroulent parfois sur des mois et des mois. Il est 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Simon Guillain.